Donc vous y êtes, j'espère que vous me recevez tous, hein. Je ne fais pas systématiquement le contrôle, je pense que tout est OK et que vous me recevez à peu près tous, d'accord? Donc, allons-y, nous allons dans la base de données et comme je vous le disais, vous vous retrouvez avec une information qui est... attendez, je vérifie quelque chose avant. C'est que si ma webcam est bien branchée, oui, elle est bien branchée. Voilà. Bien. Alors, je repars. Et donc, comme je vous le disais, eh bien, nous avons ici déjà une belle petite collection de tables qui s'est constituée, certaines qui ont été réalisées grâce à des requêtes, hein, vous voyez. Alors, je peux enlever les tables qui ne m'intéressent plus, évidemment, je peux faire le ménage, hein. Et là, vous avez les deux premières requêtes que nous avons réalisées. Bien. Nous avons quelques sites, OK? Si nous apprenions à les exporter, alors pour exporter cette table, c'est tout bête, nous allons dans Données externes. Et nous allons choisir le format d'exportation. Alors vous voyez, il y a ici un onglet qui correspond, ou du moins une zone qui correspond à importer et lier, et à droite, deuxième zone qui correspond à exporter. Et nous voyons ici les différents formats d'exportation. Je vais vous montrer deux formats d'exportation. Le premier, qui va être texte. Je vous avais dit que les fichiers de type texte étaient des fichiers donc universels. Alors je répète, hein, le but est de pouvoir exporter une table, par exemple le contenu de la table site, dans une feuille séparée et que nous pourrons avoir sur le disque, déjà en format texte. Donc nous allons dans Données externes. La zone va être exportée. Et dans Exporter, nous allons sélectionner le type texte. Là, s'affiche raisonnablement une interface, c'est normal, qui va nous aider à faire notre exportation. Nous allons déjà lui donner le nom du fichier dans lequel nous voulons que ce résultat figure. Donc, nous allons dans Parcourir et nous allons logiquement à un endroit où nous avons l'habitude d'exporter nos données. Donc, par exemple, moi je vais choisir celui-ci et je vais l'exporter dans Documents. Donc je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler Documents. Je peux aussi créer un nouveau dossier qui va s'appeler sauvegarde ou backup en anglais. Donc je vais l'appeler backup. Okay. Et là, dans backup, je veux faire apparaître vous voyez tout en bas de cette fenêtre d'export, j'ai site.txt. Je peux remanier le nom comme je le veux, hein, d'accord? Oui, je vais garder ce nom, site.txt, c'est du format texte, je vais enregistrer. Là, il a enregistré le lieu et le nom dans lequel cette exportation doit s'effectuer. Alors, vous reconnaissez le lieu, hein, là j'ai bien M1 GG20 backup, et là j'ai site.txt pour le nom. Ensuite, je vais dire que je veux exporter les données, mais pas avec la mise en forme et la mise en page, juste comme ça. Je fais OK. Et là, vous voyez, il m'a fait une exportation en texte avec le champ délimité que je peux choisir, hein. Alors, je vais avoir par défaut, évidemment, le point-virgule parce que c'est celui qui est le plus souvent utilisé dans les versions françaises. Dans les versions anglo-saxonnes, c'est virgule le séparateur de champ. Et là, on reconnaît effectivement le séparateur de champ point-virgule, hein, déjà tout est pré-mâché, vous voyez, et puis les textes sont mis entre guillemets, et puis on voit bien que la virgule sépare les décimales. Là, on retrouve nos coordonnées de site, hein, 48,7 et 2,18. Tout se passe pas trop mal finalement. Si je vais dans Avancer, vous voyez, il me permet d'aller dans le type de séparateur de champ. Si je veux par exemple changer par tab, espace ou n'importe quoi, ou slash, j'y vais, hein. Je mets anti-slash par exemple, ou slash, et puis je vais avoir un séparateur de champ qui va être anti-slash, regardez, ou slash. Vous voyez, là, il l'a mis.
Donc là, je vais dans Avancer, je rebascule sur point virgule, d'accord? J'oublie mon anti-slash ou mon slash, et je vais avoir la possibilité d'avoir la transcription de ma table eh bien, avec le format universel qu'on appelle CSV, séparateur de champ, point virgule. Je fais suivant. Là, il me dit le délimiteur de champ peut être choisi également à ce niveau-là. Bon, je laisse point virgule. Et il me dit inclure les noms des champs sur la première ligne. Oh oui, ça m'intéresse. Donc je vais faire oui. Et donc vous voyez que ID site, adresse, etc. apparaissent. Et là, dans délimiteur de texte, je vais choisir de ne mettre aucun délimiteur de texte. C'est suffisamment explicite. Je vais faire aucun. Et là, je retrouve une information que j'ai l'habitude de gérer. Donc je vais faire suivant. Je vais faire terminer. Je ne vais pas enregistrer les étapes d'exportation pour que ce soit reproduit à l'aide d'un programme informatique automatiquement. Cela ne m'intéresse pas. Et je fais fermer. Je veux bien l'enregistrer pour vous faire ce que ça donne. Hein. Vous allez voir que vous allez avoir un nouveau programme qui va s'afficher. Donc, enregistre. Hein. Et ce nouveau programme, nous pourrons le solliciter quand nous en aurons besoin, que nous verrons les macros. Bon, toujours est-il que si je bascule maintenant dans le répertoire qui contient l'information en question, c'est-à-dire dans Backup, je vois un document texte qui a été créé, vous voyez, et qui contient donc l'information du site. Je double-clique dessus et tout s'est bien passé. Il a bien traduit mon fichier Access site, qui est une table, en fichier de type texte avec séparateur de champs qu'on a l'habitude d'utiliser. Ce fichier, je peux l'ouvrir dans Excel, mais je peux même encore faire mieux. Je peux directement exporter la base de données, ou plutôt la table site, en format Excel, puisque je vais aller dans Données externes. Alors vous voyez, j'ai cliqué d'abord sur la table que je veux exporter, comme ça m'évite de la définir dans l'étape suivante. Je vais dans Excel, et là, je vais faire la même chose, cette fois-ci en format Excel, vous voyez. Donc le format de fichier est mis. Hein. Là, j'ai différents formats qui sont possibles. Hein. Donc je le laisse tel qu'il est. Et puis, soit j'exporte les données avec la mise en forme, soit je me débrouille pour le définir. Alors, on va changer un petit peu et on va cliquer là-dessus, d'accord, exporter les données avec la mise en forme et la mise en page, et on va ouvrir le fichier de destination, c'est-à-dire le fichier Excel, une fois que cela va être terminé. D'accord? Bien, alors je fais OK. Bien, réalisé. L'export dans site.xlxx qui se retrouve normalement à un endroit qui est défini comme je l'ai voulu dans l'export. Alors on retrouve là tous les colonnes qui correspondent aux différents champs et les lignes qui correspondent aux différents enregistrements. Donc nous avons l'équivalent d'une table ouverte, hein, puisque ça a l'allure d'une feuille de calcul. Je ferme. Je n'enregistre pas les dates d'exportation, ça ne me sert à rien pour l'instant. Et je vais ouvrir le fichier Excel là où il est, c'est-à-dire dans le répertoire qui s'appelle sauvegarde ou backup. Je ne sais plus comment je l'avais appelé. Donc je vais aller dans le répertoire qui s'appelle sauvegarde ou backup. Voilà. Et je le vois apparaître. Je double-clique dessus et je vois bien effectivement que j'ai le fichier qui est accessible de la même façon qu'il l'était pour le format texte. Donc vous voyez, je peux enregistrer ma base de données ou ma table de différents. Justement, ça serait intéressant de voir si on ne peut pas automatiser cette tâche, vous voyez, c'est-à-dire comment on pourrait réaliser cette sauvegarde de façon automatique sans avoir à remplir tous ces trucs, mais simplement en cliquant une seule fois sur l'export et nous pourrions avoir l'export de cette table. Alors, nous allons pour autant définir un nouvel outil qu'on appelle une macro. Donc là, je vais aller sur mon fichier PowerPoint et je vais expliquer ce que je fais. Donc là, je vais faire copier-coller. Une nouvelle dia, hein, excusez de cette petite
intermède technique, hein, il faut bien créer, c'est l'équivalent de mon tableau. Hein. Et là, je vais faire un nouveau titre. Je vais même copier ça. Est-ce que je peux le faire d'une façon... Bon, on s'en fiche, hein, d'accord? Je vais faire ça en gras comme titre. Et donc, vous voyez que ça va être un nouveau titre. Donc là, moi, je vais appeler ça, donc, création de macro, alors, macro programme, un macro commande, hein, permettant d'automatiser les tâches. Bien, fort bien, fort bien. Donc, nous avons ici un objectif de créer des nouvelles macros, c'est-à-dire des petits programmes qui vont permettre d'automatiser des tâches. Eh bien, c'est la création de macros qui va nous permettre de faire ça. Donc là, je vais faire enregistrer avant d'oublier, parce que je vais vous donner ce diaporama ensuite. Comment nous allons procéder? Eh bien, nous allons dans Créer, l'onglet Créer, et nous allons aller tout au bout, dans Macro, d'accord? Et nous allons cliquer sans plus de détails sur Macro. Alors, je ne clique pas sur module, module classique, module basique, etc., module de classe, etc. Je clique sur Macro. Alors, regardez, c'est très, très, très curieux ce qui m'ouvre. Hein. Une fenêtre vide. C'est normal. Je recommence. Je vais dans Créer. L'objectif est de faire un programme macro, une macro commande, ça s'appelle macro dans Access. Et vous voyez qu'il met que ça ajoute des fonctions logiques à la base de données pour automatiser les tâches répétitives et créer des interfaces plus conviviales. Allons-y. Je clique sur macro et j'ai un espace vide. C'est normal, d'accord? Je vais même fermer le catalogue d'actions qu'il y a juste derrière pour afficher simplement ce qu'il y a de disponible dans la liste que j'invoque en appuyant sur la petite flèche qui pointe vers le bas. C'est-à-dire que je vais essayer d'ajouter une nouvelle action dans ce programme que je vais faire, on va dire, grâce à un assistant. Vous voyez, je ne programme rien à la main, je suis aidé d'un assistant. J'ai toute une liste de possibilités. Et moi, ce que je veux, c'est créer un fichier Excel à partir d'une table Access. Donc, en fait, je vais vous aider avec toutes ces choses-là. Vous voyez, vous avez enregistré, vous avez ajouté menu, afficher pointeur, accéder à, sous macro, bip, définir variable, définir propriété, tout un tas de choses. C'est mis dans l'ordre alphabétique. Okay. Vous avez par exemple fermer base de données, vous avez ouvrir un état, ouvrir un formulaire, faire du pas à pas, réduire la fenêtre, restaurer une fenêtre, sauvegarder un enregistrement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir réaliser quelque chose qui va consister à copier quelque chose dans un autre format. Alors, qu'est-ce qui va copier? Eh bien, c'est avec forme. Donc, je vais sélectionner dans la macro une nouvelle tâche. Elle n'existait pas, cette tâche, qui va s'appeler exporter avec mise en forme. Et là, une interface s'ouvre qui m'aide à réaliser mon programme. Vous voyez, je n'ai pas besoin de connaître le Visual Basic, qui va me le générer un petit peu de la même façon qu'il m'avait aidé à créer du SQL sans toucher un mot de SQL, d'accord, quand nous avions fait les requêtes ici. Donc, qu'est-ce que je veux exporter? Une table. C'est le type d'objet que je veux exporter. Mais vous voyez que je peux exporter tout un tas de choses. Donc là, je vais exporter une table. Le nom de l'objet, je vais le sélectionner parmi la liste des tables en cliquant sur la petite flèche du bas qui se trouve à l'extrémité droite de votre écran. Vous avez tout en droite de votre écran. Et il va me donner la possibilité d'ouvrir la table que je veux exporter. Moi, je vais sélectionner Site.
Ensuite, il me demande le format de sortie. Alors, je vais commencer par Excel parce que vous allez voir que le format de sortie que je vais demander avec texte n'est pas toujours heureux, hein. Donc là, je vais demander Excel, format classique, .xlsx, hein, celui qu'on a l'habitude de générer, avec, je ne vais rien mettre sur le fichier de copie. Hein, oui, je ne vais rien mettre pour l'instant et je vais voir qu'est-ce qu'il va me dire. Lancement automatique, je vais sélectionner oui. Vous savez pourquoi? Pour qu'il ouvre Excel. C'est ça que ça veut dire. Sélectionner oui pour qu'il ouvre Excel. Pas de fichier de modèle, pas de codage, et qualité de copie, c'est vraiment une information qui n'a rien à faire ici, parce que copier un fichier est indépendant de la qualité, on va dire, à laquelle je vais associer cette copie. Ce n'est pas une image, d'accord? C'est un fichier qui contient des données. Bien, et vous avez vu qu'il attend une nouvelle instruction éventuellement. Là, je ne vais pas le rajouter, hein, pour l'instant, il n'y a rien, et je vais, eh bien, essayer de lancer cette macro. Alors, vous avez toujours l'onglet création là que je vais pouvoir solliciter et effacer à souhait, hein. Et dans création, vous avez ici la possibilité de l'exécuter grâce à cette, toujours comme pour une requête, à ce point d'exclamation qui signifie exécuter. Donc j'y vais, j'exécute. Il me dit que je dois d'abord enregistrer la macro avant de l'exécuter, ce qui est fort normal, c'est tout à fait normal. Donc je vais faire oui, et je lui donne un nom. Donc je vais lui dire, eh bien, sauvegarde ou copie, disons sauvegarde. De site. D'accord? La table site. Sauvegarde, table, site. On peut même dire ici export, puisque c'est un export vers Excel. Donc export, table site, et on peut dire un export vers Excel, d'accord? Export Excel, la table site. Bon, tout ceci est accessoire, ce n'est pas une obligation, vous l'appelez comme vous voulez. Je fais OK. Et là, il me demande, puisque vous vous souvenez, je fais un lancement automatique, où je veux le copier, puisque je ne l'ai pas renseigné ça. Regardez, fichier de copie, c'est vide. Donc, je vais lui dire, ben, dans Backup, c'est très bien. Je ne vais pas l'appeler site.xls, c'est déjà pris, hein. Je vais l'appeler, moi, je ne sais pas, table site. .xlsx. Je fais OK. Il ouvre le fichier et là, sans surprise, il me fait exactement la même chose que l'export que j'ai lancé à la main. Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est que je n'ai plus rien à faire, regardez. C'est que je peux maintenant relancer cette exécution de macro à souhait autant de fois que j'en ai besoin. Alors, ce que je vais faire, excusez-moi, je reviens, je ferme la porte. Voilà. J'ai fermé la porte. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est lui donner le nom du fichier de copie. D'accord? Alors, je vais l'appeler, pas n'importe comment. Je vais l'appeler tel que je souhaiterais qu'il soit sur mon disque, c'est-à-dire tel que je souhaiterais qu'il soit dans Backup. Pour ça, je vais copier l'adresse. Vous copiez l'adresse qui vous intéresse. Vous ne faites pas la même que moi, évidemment, hein. Donc, copier l'adresse. Je vais la mettre dans la case qui correspond. Cette case, c'est fichier de copie. Coller. Et là, il ne suffit pas. Il faut que je lui donne le nom du fichier. Donc, je rajoute anti-slash. Alors, pour ceux pour qui c'est très difficile de faire cela, je vous propose de revisionner ceci dans le fichier MP4 qui aura été généré suite à ce cours, hein. Je vous expliquerai ça à la fin, comment vous allez pouvoir faire pour le récupérer, parce qu'en tant qu'invité, je ne suis pas sûr que vous ayez la possibilité. Sauf si vous pouvez vous raccrocher à la classe d'une façon ou d'une autre. Et je vous dis, c'est un mystère pour moi pourquoi vous ne pouvez pas vous raccrocher à la classe d'une façon ou d'une autre. Et là, ceux qui peuvent se raccrocher à la classe peuvent accéder à tous les documents. D'accord ? Et je ne peux pas envoyer par email un film, c'est trop gros. Okay ? Donc, je le mettrai sûrement sur le site web. Fichier de copie, et là, je vais lui mettre table, site,
Et je termine par la terminaison, parce qu'il ne le met pas par défaut. Hein. .xlsx. Lancement automatique, là, je vais changer de politique et je vais dire non. Je n'ai pas envie de lancer XL une fois que le fichier est copié. Il n'y a pas de fichier de modèle, il n'y a pas de codage et la qualité de copie ne m'intéresse pas. Là, je fais enregistrer. Hein, c'est bien l'avantage, là, pour une fois, d'un cours à distance, c'est que quand on a quelque chose de technique comme ça, on peut revoir la vidéo et faire ça en appuyant sur pause tranquillement, hein, je le répète. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais l'exécuter. Clic droit, je vais faire fermer. Et je vois ici que la macro est ici, à droite, à gauche, pardon, dans la liste des objets. Vous voyez que vous avez fait des tables, des requêtes, et maintenant une macro apparaît. Je vais double-cliquer sur cette macro. Et là, il me dit que il y a tablesite.xlsx existe déjà. Est-ce que je voulais remplacer le fichier? Je fais oui. Et c'est tout hein, ce qu'il m'a fait. Il l'a fait et il n'a pas fait plus d'informations que ça. Je vais regarder dans Backup. Effectivement, il l'a réalisé. J'ouvre dessus et on a bien le contenu utilisé. Regardez ce que je vais faire. Pour ceux pour qui ça va trop vite, vous revoyez la vidéo et vous faites de la même façon. Vous vous doutez bien que si je veux voir que le programme a bien réalisé la chose, il faut bien que j'enlève ce fichier existant, donc je le supprime, c'est tout à fait normal, pour voir si TableSite va être généré par ma macro. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Access, je vais appuyer ici sur exécuter, bouton de souris de droit, exécuter, après avoir sélectionné la macro, hein, c'est intuitif. Hein. Et regardez, il n'y a rien qui se passe, hein, il ne me dit plus rien cette fois-ci. Hein. Et quand je vais dans le répertoire, c'est-à-dire quand je vais dans Backup pour moi, il l'a bien créé, regardez. 9 octobre 2020 à 16h24, c'est précisément l'heure. Je double-clique dessus et tout s'est bien passé. Alors moi, je suis peut-être un petit peu gêné dans cette histoire parce que j'aimerais bien que le système m'avertisse quand il l'a créé. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer ce fichier et voir dans une deuxième version de la macro comment je pourrais être prévenu. Je vais cliquer sur la macro en faisant mode création. Hein, toujours la même chose. Hein, quand je veux changer un objet, je clique sur mode création. Je fais apparaître ce que j'avais fait apparaître pour la création de la macro. Et ici, je sais que ça concerne l'export et que cet export se passe bien. Donc, je vais rajouter une nouvelle action qui va être tout simplement une zone de message. Tout en bas de la liste, il y a zone de message. Revoyez bien la vidéo pour ceux qui ont des problèmes à répéter cette manip. Et zone de message, je vais simplement lui mettre ici que export, enfin l'export, si je veux parler français, je vais mettre un axe, l'export, c'est bien passé. C'est bien effectué. Tout est OK. Cette fois-ci, quand il aura fait ça, il passera à l'instruction qui suit, hein, c'est dans l'ordre qu'il les effectue, et il va, s'il n'a pas rencontré de problème, m'afficher le message comme quoi l'export s'est bien effectué. Je vois ce que ça donne, je sauvegarde cette nouvelle macro, je clique sur fermeture. J'en profite ici dans le répertoire qui est destiné à recevoir cette information, à vérifier que j'ai bien un TableSite qui n'existe pas, hein, pour que je puisse montrer que mon macro fonctionne bien. Et regardez, quand je clique sur exécuter, l'export s'est bien effectué, tout est OK. Ça veut dire que la macro a bien réalisé son export. La preuve, c'est quand je vais voir dans le répertoire, eh bien, je vois bien apparaître TableSite. Donc là, vous voyez, vous avez fait votre première macro qui vous permet d'exporter une table en format Excel. Alors, vous savez quoi? Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on exporte cette table en format texte avec la macro. Donc, je ferme ici, je supprime ce fichier, je reviens dans la macro, hein. Encore une fois, revoyez la vidéo si ça vous pose problème, parce que là, on a fait pas mal de manip. Hein. On va rajouter une nouvelle action, d'accord? Mais cette nouvelle action va concerner l'export. Alors, vous savez ce qu'on peut faire?
parce que je vais vous apprendre à être fainéant. Vous fermez tout là. Vous faites ici copier. Vous avez le droit de copier un groupe d'instructions. Hein, et vous faites ici coller. Donc là, vous voyez deux fois la même chose qui va se réaliser. Hein, sauf que là, dans la deuxième, vous n'allez pas lui faire un format de sortie qui va être de type Excel, mais vous allez choisir un format de sortie qui va être de type texte. Bien. Alors, répétons. Hein. Là, j'y touche pas. Je l'ai copié. Mais si je l'ai copié, c'est pour pas faire deux fois la même chose. C'est pour remanier bien, le format d'export qui ne sera pas XL mais texte cette fois-ci. Et là, je lui rajoute simplement TXT à la place de XLS. Donc, ce sera au même endroit que ça sera backupé. Bon, et puis, je ferme tout ça. Hein, et je vérifie ce que j'ai. Donc là, j'ai export en format Excel de la table site qui se transforme en table site.xlsx dans mon répertoire qui s'appelle backup. Ici, j'ai l'export cette fois-ci en format texte TXT et j'ai bien la terminaison TXT dans le répertoire backup pour cette table qui va être exportée en format texte. Mais on va voir ce qu'il va nous générer. Ça ne sera pas aussi friendly que notre format par défaut. D'accord? Et c'est là qu'il faut rajouter codage. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je vais faire ici export, je vais fermer, j'enregistre. Donc là maintenant, quand je regarde en mode, j'ai bien 3 instructions, hein, j'en ai plus 2 mais 3, hein, d'accord? C'est tout à fait normal. Je clique dessus, double-clic suffit, hein, regardez, je double-clique dessus, l'export s'est bien effectué et on va voir ce qu'il nous a exporté. Et bien là, quand je regarde dans Backup et que j'ouvre la table site, .txt, je vois que là, c'est ignoble. Regardez, il m'a mis des tirets, il m'a mis des pailles pour séparer les choses. Ça ne m'intéresse pas du tout, parce que c'est inexploitable d'un point de vue base de données. Alors, c'est là que je vais changer la donne. Vous voyez, je vais supprimer celui-ci. Je vais supprimer celui-là. Et là, je vais changer la donne en m'intéressant, grâce au mode création, au codage que je vais réaliser. Et un codage texte, on va le prendre en Unicode ou en Unicode UTF-8. On peut le prendre aussi en MS-DOS. Hein. Donc, on va le faire en Unicode FTS-8. On va voir ce que ça va donner, d'accord? Donc là, j'enregistre, je ferme et je double-clique pour voir la réalisation. Je réinvoque le fichier, ou plutôt le répertoire dans lequel j'ai backupé la chose, et quand je double-clique, Unicode m'a donné ça. Maintenant, je vais faire MS-DOS. Je vais essayer tous les formats, d'accord? Donc là, dans MS-DOS, je vais aller dans codage. Et je vais donc changer Unicode FTS-8 pour MS-DOS. Fichier enregistré. Je ferme, je double-clique. Et là, ce que je remarque quand j'ai fait le backup, c'est que cela ne m'a rien changé. Vous voyez? Donc, l'idée, je veux bien essayer le troisième hein, pour vous faire voir qu'on va se retrouver dans des... Alors, mode création. Donc là, ici, le troisième et dernier, c'est Unicode. Fichier enregistré. Export. Oui. Là, je vais faire exécuter. Et là, j'ai essayé les 3 formats qui existent déjà, d'accord? Et ça ne change absolument rien. Autrement dit, vous avez compris pourquoi je vous ai appris à télécharger mode création, plutôt à d'exporter avec mise en forme le format XLS. Alors, pourquoi est-ce ainsi? C'est pas pour rien.
Microsoft n'aime pas du tout les choses gratuites. Lui, il veut utiliser les produits Microsoft. Donc Excel est un produit Microsoft. Il veut que Access puisse être compatible plus facilement avec un produit Microsoft. Pour enregistrer en format texte, vous avez vu que j'ai dû utiliser export, mais sans mise en forme. Alors on va voir si je pouvais faire autre chose que cet export avec mise en forme. Alors, vous voyez que je n'ai pas le choix, c'est toujours mise en forme. Autrement dit, vous voyez que quand je veux automatiser une tâche, le format le plus universel qu'est le format TXT, eh bien, devient un format non compatible avec l'export d'une table à l'aide d'une macro. Il faut absolument, à ce moment-là, revenir au programme Visual Basic, enlever tout ce qui va être mis en forme pour spécifier qu'on veut le faire sans mise en forme. Alors, c'était effectivement un petit peu longué, cette démonstration, pour vous dire que voilà pourquoi je ne choisis pas, je vais supprimer cette instruction, et je ne choisis jamais d'utiliser l'export en format texte parce que le format qui me génère n'est pas un format texte, c'est un format avec des caractères spéciaux qui ont été rajoutés, donc totalement inexploitable pour pouvoir les importer. Bon, alors moi, je me contente de ça, oui, j'enregistre cette macro, oui, et je vais enregistrer sous une version 4, on va plutôt 3B, puisque c'est parti de 3. Appelons-la 3B, la base de données que je viens de réaliser. Alors, qu'est-ce que c'est que la base de données que je viens de réaliser? Je répète ce que j'ai fait aujourd'hui. Dans l'outil de base de données relations, je vois que j'ai déconstruit la liaison entre polluant et pollueur pour construire une nouvelle liaison qui, cette fois-ci, met en relation toutes les tables via la table événement pollution. Et à partir de là, je vais pouvoir définir des liaisons plusieurs à plusieurs qui m'expliquent qu'un polluant peut être émis par plusieurs pollueurs, qu'un pollueur peut émettre plusieurs polluants. Et si je m'intéresse à l'autre côté, vous voyez que la liaison suit le format quand je change de côté. Un pollueur peut être à l'origine de la pollution de plusieurs sites et un site peut être pollué par plusieurs pollueurs. D'accord? Donc ça, c'est ce que nous avons rajouté. Ensuite, nous sommes intéressés à exporter les données. Nous sommes d'abord intéressés à interroger la base de données. Et interroger la base de données au sens large, ça veut dire faire une requête qui va nous donner l'affichage global, que j'ai appelé affichage synthétique, de notre base de données. C'est-à-dire que j'ai affiché les éléments aussi complet qu'ils soient et minimum pour pouvoir définir un enregistrement de pollution qui ne concerne pas seulement un site, mais aussi polluant, une date et un pollueur. Et puis, nous avons vu que nous pouvions aussi demander les pollutions les plus intenses et de plus, les demander et générer grâce au mode création de table que nous évoquons ici à côté de la sélection, eh bien, générer une table qui va figer ces informations. Donc là, cette requête a été réalisée, je peux la fermer là, et puis forcément, elle a généré donc une table que nous pouvons à notre tour exporter. Nous pouvons l'exporter, l'afficher, l'envoyer par email à des collègues. Vous voyez, c'est là qu'on extrait de l'information, résultat de la base de données. On peut l'exporter comme nous l'avons fait pour la table site. Okay, et puis là, j'ai créé une macro qui est une suite d'instructions assez élaborées voilà, en Visual Basic qui me permet de sauvegarder. Alors, on avait vu avec mise en forme le contenu d'une table, en l'occurrence la table site, dans le format Excel. Nous avons vu l'intérêt d'ajouter un message si tout s'effectue dans le silence et que nous n'avons aucune preuve que tout s'est bien passé. C'est un message, on va dire, qui nous aide psychologiquement à admettre que l'ordinateur a fait son travail. Donc, vous voyez que je pense là à avoir
quelque chose de complet dans notre base de données. On est loin d'avoir fini, hein, bien sûr, et qui nous permet eh bien, de non seulement considérer une information que nous avons renseignée, parce que nous commençons à renseigner cette base de données, et nous avons vu que nous pouvons la renseigner aussi à l'aide de la requête, hein. Affichage synthétique peut être utilisé pour rentrer de nouvelles informations, hein. C'est ce que nous avons fait pour l'information concernant Rouen et Brest, hein, je crois. Et nous avons là quelque chose qui va au-delà de l'entrée des données, puisque nous pouvons interroger la base de données, à savoir lui demander le résultat d'un traitement simple, ici, un filtre, filtrer des informations qui, par exemple, nous intéressent, c'est-à-dire celles les plus intenses, les plus urgentes à traiter, parce qu'il faut peut-être, par exemple, aller rechercher un financement pour ces opérations-là et faire un suivi de la dépollution pour ces informations-là. Je vais m'arrêter là en ce qui concerne les nouvelles informations. Je crois que c'est déjà assez intense pour une séance, on va dire, technique, mais je vous avais promis que ça serait technique, hein. Et je veux bien faire un tour de table des questions, voire des questions qui concernent les projets, si vous en avez. Quant aux personnes eh bien, qui malheureusement n'ont pas pu nous suivre en direct, eh bien, j'espère qu'elles pourront avoir l'occasion de trouver cette vidéo. Je vais m'empresser de la mettre, enfin son enregistrement, sur le site web de la formation. Vous le trouverez à la fin de l'onglet qui correspond à la formation. Alors rappelez-vous, hein, là, le site web, c'est celui-ci. Vous cliquez sur sur base de données, pardon, excusez-moi, et vous l'avez tout en bas, hein. Pour l'instant, ici, c'est séance 4 et 5, modèle logique des données. Et moi, je vais mettre ici séance 6. Même si ce n'est pas le vrai nom des séances, vous inquiétez pas, hein, c'est juste pour découper d'une façon logique tout l'apprentissage. Et bien là, je vais mettre ici tout ce qui va concerner les vidéos et des bases de données, la version 4, la version 3, la version 3B, etc., qui va contenir nos requêtes, hein. Donc, je vais mettre non seulement les versions de la base, mais je vais mettre aussi les 2 petits films que j'ai enregistrés pour cette séance. Et à terme, j'espère que je vais pouvoir faire un montage pour diviser au moins par 2 le temps d'affichage de ces vidéos. OK? Donc, surveillez dès ce soir. Juste après le cours, je vais mettre ces informations sur le site web. Je reviens à ce que je disais. Alors déjà, je fais enregistrer, hein, parce que je n'ai pas envie de le perdre. Donc vous avez 2 versions de la base, 3A qui va en amont, je crois, des requêtes, et 3B qui va jusqu'aux requêtes et à la macro que nous avons constituée. Rappelez-vous que nous avons transformé ceci, aussi ça c'est important. Je vais fermer Access, je vais fermer tout ceci. Je vais revenir à l'affichage Teams et vous demandez déjà vos impressions. Alors, est-ce que vous avez survécu à cette formation? Ce n'est pas toujours facile, hein. Vous avez vu que suivre un cours sur Teams, ce n'est pas facile. Et pour l'enseignant, mettez-vous à sa place. Il ne voit pas ses étudiants, il ne sait pas si ce qu'il raconte est bien perçu, on dialogue plus ou moins avec un petit temps de délai de réponse, parfois il n'y a pas de réponse, donc il y a un petit stress. Voilà, j'aurais voulu savoir si vous avez des commentaires à faire déjà sur cette formule, si vous aviez des remarques, des conseils à donner à votre enseignant, et puis aussi si c'était bien passé. Alors, la parole est à qui veut, hein, allez-y. Personnellement, je pense que c'est bien passé. C'est bien compris ce qui s'est passé, je pense. Et soit il y avait quelques problèmes de lag avec le partage d'écran, mais c'est pas forcément de votre faute. C'est inhérent aussi à Teams. Donc, moi, je pense que moi, ça me va. Enfin, moi, ça va et ça me va pour l'instant. Voilà. Alors, par contre, vous avez vu que... alors, je vous remercie, hein, c'est sympa. Gaël, ton commentaire, si tu en avais un? Pour moi, pareil que Alexis, pour moi tout s'est bien passé. Il y avait peut-être, oui, un peu comme disait Alexis, quelques latences de temps en temps, on ne voyait pas tout ce que vous faisiez. Oui. Mais c'était assez court et on pouvait quand même voir en vous écoutant, savoir ce que vous faisiez et y rattraper assez rapidement. Mais sinon, c'était clair et c'était pas mal. D'accord. Alors, je vous rappelle que
pour moi, je vous avouerai que c'est mon 3e cours à distance en classe, hein. J'ai l'habitude de faire des cours, mais à des élèves en classe beaucoup plus restreinte, hein. Là, c'est la 3e fois que je fais cours à des classes qui font 19, 20, 21, 22 étudiants. Bon, ben, je ne suis pas encore tout à fait rodé, hein. Je fais ce que je peux. Et je dois rajouter un commentaire, la déshumanisation des cours n'est pas non plus dans ma politique. C'est-à-dire que j'aime bien le contact. Vous savez aussi que j'apprécie beaucoup votre classe quand on se retrouve. Et puis j'aime aussi passer directement à la pratique. Je suis un peu un enseignant qui est du style les mains dans la pâte, hein, parce que la théorie ça va, mais quand on a très peu d'heures pour faire passer le message, je crois par la pratique qu'on y arrive. Donc c'est pourquoi cette séance était un petit peu particulière et ça prêtait bien, elle était très technique. Et je vous ai dit, hein, elle n'est pas faite pour être comprise du premier coup. C'est pourquoi je l'ai enregistrée afin que vous puissiez la revoir. Et Gaël, comme toi tu es un petit peu l'étudiant de liaison, ben, si tu pouvais avoir d'ici la prochaine fois une petite discussion avec tout le monde pour savoir un petit peu comment vous l'avez vécu, ça m'intéresserait afin que moi je puisse le prendre dans ma propre expérience. Déjà, vous voyez, j'ai du mal à regarder la caméra, je regarde en bas, je ne vous regarde pas eyes to eyes, c'est n'importe quoi, mais voilà. Donc, tiens, je vous fais voir une photo qu'a fait ma fille, hein. Ça c'est ma fille qui est allée en Inde, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, je la présente. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez, hein. C'est donc un monsieur qui fait la cuisine en Inde, je l'aime bien. Puis voilà, vous êtes chez moi dans mon espace bibliothèque, hein. Donc je m'excuse de l'aspect un peu roots de ce cours qui se fait un petit peu dans l'intimité des enseignants. J'aurais dû peut-être être avec un écran d'accueil différent, j'en sais rien. Et puis j'ai une webcam qui est grand angle, donc je ne sais pas si ça passe bien au niveau mais je crois que oui, quand on est tout près, ça passe. Voilà, donc il y a un côté expérimental. Alors, ceci étant dit, savez-vous, notre participant a démarré le partage. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Votre présentation, c'est terminé. Vous enregistrez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est comme l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Bon, peu importe. Voilà, ça revient. L'idée, c'est quoi? C'est que ça ne nous empêche pas de vous écouter pour poser des questions si jamais il y en avait, et surtout continuer sur vos projets, hein. J'aimerais bien que ça reste un petit peu vivant. Si vous avez des interrogations, des angoisses, des questions à poser, vous n'hésitiez pas. On est bien d'accord qu'on se retrouve en présentiel la prochaine fois? Gaël, tu sais, toi? Faut voir avec la classe et selon vous aussi. A répondu à votre conversation. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, vous êtes encore avec le même problème des apprentis qui ne pourront pas assister au cours la semaine prochaine, c'est ça? Normalement, non, c'est bon, il n'y avait que cette semaine-là pour C'est ça, hein. Moi, ce que je vous propose, c'est d'humaniser un peu plus, c'est de faire au moins la semaine prochaine un cours en présentiel. Qu'est-ce que vous en pensez, Gaël? Visiblement, la classe préférait en présentiel aussi. Ouais, hein, je pense, hein. Ça serait quand même un peu plus sympa, surtout si on veut faire avancer vos projets. Ce qui est très important pour moi maintenant, c'est vos projets, hein. Plus on va avancer vers le technique, moins l'aspect, on va dire, comment je cherche le nom, théorique va être important dans le volume du cours, hein. On va plutôt s'intéresser à faire avancer en classe vos projets. Je vais passer, vous voir, vous donner des conseils, vous aider, vous donner un coup de pouce, parce que vous n'avez pas l'habitude, hein. D'accord? On marche comme ça vous va? Et après, on verra ce qu'on fera du cours suivant, hein. Ça, je suis tout à fait... je ne suis pas contre le repasser en distanciel si vous voulez, mais je pense qu'il faut mettre dans les 3 dernières, je crois qu'il y a encore 3 séances qui nous restent, hein, une part d'humain et de présentiel. Si ça vous va, hein, d'accord. Mais je reste ouvert, vous pouvez jusqu'à, on va dire, mardi, me dire si vous êtes plus vers le présentiel ou le distanciel, sachant que là, on est parti plutôt sur le présentiel.
Alors, à votre guise, hein, si vous voulez qu'on continue à 13h30, vous me le dites aussi, ou à 14h, vous me le dites aussi. Gaël, qu'est-ce que tu en penses? En fait, si on avait demandé à décaler la dernière fois et pour aujourd'hui, c'est justement fait le temps de trajet pour tout le monde, puisque la semaine dernière et celle-ci, en fait, on avait une partie présentielle, une partie en distanciel. Mais si on vous préviendra si de temps en temps on doit se retrouver dans ce même cas-là, mais sinon 13h c'est bien. Alors, 13h30, ça vous va, d'accord. Ok, ça marche. Donc, vendredi prochain, 13h30 en classe. Et on verra comment on fera l'interfaçage de la base. Hein, vous allez voir, c'est assez spectaculaire et en même temps indispensable pour pouvoir faire fonctionner la base. Vous allez voir, tout va se gérer par des boutons qui vont faire des traitements compliqués. Là, on a vu une macro, mais on n'a pas encore vu ce que c'était que la notion d'interface hypertexte. Et puis, comme je vous disais, là, je suis prêt, si vous avez des questions sur vos projets, à vous prendre et à répondre. Hein. Allez-y, profitez-en. Je veux dire, c'est open bar, hein, comme on dit. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions sur son projet ou... Bonjour, monsieur. Oui. J'aimerais savoir si c'était possible de faire le travail sur MySQL. Sur SQL? Sur Oui. MySQL? Oui. Oui, bien sûr, mais c'est très compliqué. Je suis d'accord avec toi, mais tu connais MySQL? Pas trop, mais je pourrais avoir une aide. Tu crois? Excuse-moi. Je pourrais trouver quelqu'un qui pourrait m'aider à faire sur MySQL. C'est très compliqué, hein, tu le sais. Okay. Oui. Alors moi, je suis pas contre, hein, Gassimou, mais pardon, ton prénom c'est quoi déjà? C'est Gassimou, oui. C'est Gassimou, hein, parce que j'étais. Quelquefois, il y a le nom, quelquefois le prénom en premier, donc je ne veux pas me tromper. Oui, Gassimou. Moi, je veux bien, hein, au contraire, ça me ferait plaisir. Je vais vous expliquer sûrement en dernière séance comment vous allez pouvoir externaliser votre base de données sur Internet. Ça va vous plaire, ça. Et comment vous allez pouvoir reconstituer votre base en PHP MySQL. Et je vais sûrement faire une vidéo là-dessus de toute façon, hein. Même si ce n'est pas tout de suite là en octobre, ça sera prêt en novembre, vous inquiétez pas. Je vais faire une vidéo là-dessus où on va faire la base des sols dans cette vidéo entièrement en PHP MySQL. Ça devrait vous botter, vous allez voir. Ça. Alors je ne dis pas que ça vous serve pour votre projet, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais au moins ça sera là si vous avez un stage où on vous demande du très haut de gamme. Alors n'oubliez pas, chers étudiants, chers amis, comme j'aimerais vous appeler, que si vous trouvez un stage et qu'on vous demande de faire une base de données, vous augmentez vos tarifs, on est bien d'accord, hein, parce que vous êtes à la fois géologue et à la fois data scientist en quelque sorte. Pas de blague, hein, là, vous multipliez par 2 vos tarifs. Hein. Vous discutez avec la personne, mais il est hors de question que vous fassiez d'esclave. Hein. On est bien d'accord, Gassimou, tu m'entends? Hors de question. Je vous entends, oui. Hors de question que tu fasses un travail compliqué comme ça, sans doubler les tarifs, hein, Gassimou. Hein, d'accord? Okay. C'est important, hein, tous les autres pareil. Hein. Donc ça, je vous en reparlerai. C'est très important à mes yeux que les étudiants qu'on forme à Paris-Saclay, on les forme bien dans des lignes métiers. On ne veut pas faire de vous des gens spécialistes de l'informatique, soit quand même rémunérés à leur juste niveau quand ils font des choses double tarif, c'est-à-dire à la fois géologue et à la fois même triple tarif, géologue, environnement, et puis par exemple base de données ou data science. Alors, j'ai vu que vous aviez des cours d'informatique, si ma mémoire est bonne, ou de codage, ou d'analyse des données, pardon, d'analyse des données. Ça consiste en quoi? On l'a pas tout de suite, donc personnellement, je ne sais pas trop exactement à quoi ça consiste. Ou si quelqu'un sait, vas-y. Alors moi, je pense que vous allez faire un peu de statistiques, hein. Alors, si vous êtes paumé, je ne sais pas, vous pouvez faire appel à moi pour que je vous aide. Hein. Ça, je suis tout à fait. On fera une classe et puis je vous aiderai. Là, on fera une classe team et je vous aiderai si vous êtes paumé, hein, parce que je suis un spécialiste des stats, vous le savez. Et j'étais étonné parce que j'espère que vous allez avoir du coup une formation au logiciel R. Du moins dans ces bases pour que vous puissiez vous démerder. Et là, vous voyez que votre CV, il commence à avoir une sacrée gueule, hein, si je peux me permettre, hein, les uns les autres. Hein. Vous avez tous là un CV où votre formation est quand même, on va dire, d'excellence. Hein. Vous êtes en M1, hein, quand même, ce que vous faites, c'est pas mal. Hein. Je suis assez bluffé par tout ce que vous faites. Voilà ce que je vais vous dire. Alors,
Est-ce qu'il y a des questions? On n'est pas obligé, mais est-ce qu'il y a des questions sur les projets? Alors, à part Gassimou qui m'a dit oui, est-ce que je peux le passer en MySQL? Oui, Gassimou, tu peux, mais alors attention, ça va être dur. On va en reparler ensemble en classe la semaine prochaine. Je sais pas, Victor, Rabat, Rohan, Brahim, vous avez des... Excusez-moi, c'est le téléphone. Vous avez des questions précises? Téléphone qui nous embête là. Voilà, il s'est arrêté. Si vous n'en avez pas, dites-le moi. Hein. Mais on voit ça. Peut-être une question. Oui. En fait, surtout pour la deuxième partie là du cours, je vois pas trop à quoi ça pourrait nous servir pour le projet. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. En fait, vous voyez, quand on construit une base de données, revenons dans le PowerPoint là. J'espère que je vais le partager l'écran. Vous inquiétez pas, je vais partager l'écran. Donc, si on retrouve le PowerPoint de tout à l'heure et qu'on revient, par exemple là-dessus, hein, par exemple là-dessus, on s'en fiche, c'est parfait. Si je me trompe de bouton, ça ne va pas aller. Bien, eh ben, évidemment, quand on construit une base de données, c'est bien, mais il faut aussi penser, vous voyez, à ce qu'on va lui en demander à cette base de données, ce qu'on va lui demander. Donc, dans votre projet, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est d'une part, construire la base de votre projet, et d'autre part, mais je dis bien en français, ne le faites pas hein, dans un premier temps, en réel, vous posez des questions en français. Comme par exemple ici, quand je construis la base des sols, il pourrait être intéressant de savoir quels sont les sites les plus pollués. Première interrogation, et ça nous y avons répondu. Deuxièmement, il serait intéressant de savoir quels sont les pollueurs qui interviennent le plus souvent dans toutes ces pollutions. Deuxième interrogation, nous n'y avons pas répondu et ce n'est pas une obligation, mais on s'est posé la question. Et troisième chose, c'est par exemple si nous avions mis le coût ici de nos événements pollution, eh bien, combien coûterait la dépollution des sites les plus pollués, par exemple? Vous voyez, tout ça, c'est des interrogations. Autrement dit, quand on construit une base de données, on pense aussi à son exploitation. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, pour vos projets, pour répondre encore plus précisément à la question sous-jacente de Gaël, en fait, ce que j'attends, c'est que vous écriviez quelque part dans la discussion de votre rapport que cette base de données nous amène à des interrogations suivantes, comme par exemple ici, de savoir quelles sont les pollutions les plus intenses. Quel est le coût à porter pour les dépolluer? Quels sont les pollueurs les plus récurrents dans les pollutions qui interviennent par exemple dans la région lyonnaise? Et vous m'expliquez que toutes ces interrogations sont importantes et nous avons décidé de créer la requête qui correspond aux pollutions les plus intenses. Et vous expliquez que vous avez fait la pollution la plus intense, donc la plus simple en quelque sorte. Et ça suffit. Je ne vous demande pas de faire 36 000 requêtes, mais je vous demande de penser à ça. Et à la fin, puisque vous avez des cours d'analyse des données, je vous expliquerai en 2 mots qu'est-ce que c'est qu'une ANOVA, qu'est-ce que c'est qu'un Ki2, qu'est-ce que c'est, mais en 2 mots, hein, je ne vous demande pas de savoir le faire. Hein. À quoi sert plutôt une ANOVA, à quoi sert un Ki2 et à quoi sert une régression? C'est déjà pas mal. Et vous allez pouvoir faire comme ça une enquête de savoir quelles sont les relations des informations entre elles dans la base de données. D'accord? Par exemple, on pourrait se demander si l'intensité ici n'est pas reliée à plutôt certains polluants. Et on pourrait mettre ensuite une relation de cause à effet entre la valeur de l'intensité et le nom du polluant. Vous voyez, ça c'est une interrogation qui se fait en statistique. Et là, on met en branle ce que l'on appelle une ANOVA. On pourrait aussi mettre un Ki2 pour y répondre. À ce moment-là, l'intensité serait une valeur ABCDE, c'est-à-dire en fonction de une intensité relative. D'ailleurs, c'est ce qui est déjà là. On pourrait aussi se demander quel est l'impact du pollueur sur la surface ou la fraction de surface qui est polluée par le site. À ce moment-là, là c'est tout simple. Là, c'est vraiment une ANOVA dans ce cas-là, parce que la fraction de surface est une variable à expliquer par une variable qualitative. Donc, quantitative par qualitative, c'est une ANOVA, pour ceux qui s'en souviennent, hein, vous y retrouvez. Ki2, c'est entre 2 informations qualitatives et régression, on en parlera. Mais vous voyez, je ne vous demande pas là dans votre rapport
de m'expliquer tout ça, de me balancer des informations vraiment statistiques. Je demande simplement des interrogations. Par exemple, nous pourrions nous demander si les intensités les plus intenses sont le fait de certains pollueurs. À cette fin, nous pourrions faire soit un Ki 2, soit une ANOVA. Point final. Voilà, ça fait une phrase très bien. Et qui va faire cette ANOVA? Qui va faire ce Ki 2? Peut-être pas vous. Vous allez vous entourer dans votre équipe d'un statisticien qui va répondre à cette question. Vous voyez, c'est ça le but de réaliser une base de données, c'est qu'on entrevoit déjà le traitement des données qui sont contenues dans cette base. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse, Gaël. Oui, oui. Voilà, hein, vous voyez, c'est une philosophie. Je ne demande pas à ce que vous vous transformiez. Vous inquiétez pas, je vois l'heure qui défile, mais on va se quitter, hein, vous inquiétez pas. Je ne demande pas que vous vous transformiez en data scientist, en je ne sais pas quoi, spécialiste des données et tout, mais que vous ayez déjà une impression de ce que sont les data et qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer comme profit de votre base de données, à savoir déjà quelles informations elle va générer, quelles connaissances elle va nous générer pour prendre des décisions et pour arriver à des modèles. Rappelez-vous la petite vidéo que j'ai appelée les data science, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Je crois que ça explique bien ce qu'on veut tirer des données, d'accord? Produire des connaissances, prendre des décisions et puis réaliser des traitements sur des modèles. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas de questions personnellement. Bon, ben, j'en vois pas arriver. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation. Vous êtes très sympa d'avoir été jusqu'au bout de ce cours qui avait eu du mal à démarrer pour des raisons techniques. On essaiera de les résoudre. Vous avez une première expérience Teams, ça c'est pas mal aussi. Ça, vous pouvez le mettre sur votre CV, ça peut être intéressant. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, vous voyez les écueils, vous voyez les avantages et les inconvénients. N'oubliez pas que si vous avez un prochain cours Team, de demander à votre enseignant, qui ne sera pas moi, hein, un autre, d'enregistrer ce cours parce que ça vous permet de le revoir et ça ne mange pas de pain, vous voyez, il suffit de cliquer sur enregistrer. Et puis, je me débrouille juste après le cours pour récupérer le MP4 et vous le mettre sur le site. Mais pour ceux qui ont la possibilité d'aller dans le cours, eh bien, je vais masquer partage d'écran. Non, c'est idiot de masquer partage d'écran. On va le refaire. On va aller dans Général, dans la fenêtre. Pardon. Tac. On va retourner dans. C'est pas comme ça que je vais faire. Je ne sais plus. Dans Général. Voilà, c'est ça. Et vous allez avoir ici apparaître à la fin dans Document, hein, donc dans Général Document, vous allez avoir, je crois que c'est dans Général d'ailleurs, c'est pas dans Document, enfin vous allez voir, hein, support de cours ou directement là, vous allez voir apparaître les deux vidéos dès que j'aurai fini la conversation. Sinon, vous fouillez un petit peu pour savoir où ça se retrouve. Je vous avouerai franchement que j'en ai plus de souvenirs. Et ces deux vidéos, moi je vais les je vois que le partage d'écran n'est plus effectif. Hein. Les deux vidéos, je vais pouvoir, moi, les récupérer. Enfin, j'espère que ça va marcher. Ben, je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la prochaine fois en présentiel. De toute façon, je confirmerai par un email. Et je vous souhaite le meilleur d'ici là. À bientôt. Au revoir. À bientôt et merci pour votre cours. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde. Là, je vais quitter, ne vous inquiétez pas, hein, et je vais m'occuper des fichiers vidéo. J'espère que ça a marché, sinon, ben, on se débrouillera. Alors, je vais quitter, mais je vais faire partage d'écran. D'abord, je vais faire arrêter la vidéo, arrêter l'enregistrement. Ouais.